tranquillement, nous allons reprendre notre session de cet après-midi. Ce matin, donc, les entretiens de CB ont volontairement ouvert les portes, ouvert les chakras, comme dit Philippe Lolani, au-delà du seul secteur des paiements, avec des éclairages sur les défis que nous traversons ou alors que nous devrons affronter entre contexte géopolitique, impact de l'intelligence artificielle, crise politique, etc., etc. Avec toutes ces turbulences, eh bien, commerce et consommation ne vont pas forcément très bien. Le secteur du paiement, du coup, en pâtit également. Alors, je vais tout de suite appeler le journaliste expert de la distribution Olivier Dauvert, qui va venir nous éclairer en ce début d'après-midi sur cette situation économique. Voilà, vous portez, Olivier, un regard un peu sans concession sur l'actualité et les évolutions du commerce. Je vous laisse la parole. Merci. À tout à l'heure. Bonjour à tous, merci de m'accueillir ici. C'est pas rien comme scène et comme salle, la maison de la chimie. Quelques petits mots de contexte. Je vous amène pour un voyage qui va secouer et il va juste vous raconter ce qu'est aujourd'hui l'état du commerce, l'état de la consommation, qui se résume en un mot, en une image. Alors, je suis pas marin, mais je vois à peu près ce que ça veut dire. Quand c'est force 10, c'est que ça secoue quand même un tout petit peu. Je poursuis ces mots de cadrage. Je suis un petit chef d'entreprise. On est une petite boîte, 4, tous associés, spécialisés dans l'analyse du commerce et de la conso. On fait beaucoup de B2B, donc des livres, des études, des magazines pour des gens qui ont le commerce et la conso comme centre d'intérêt professionnel. Une partie est en libre accès, vous pouvez y aller. C'est mes fils, LinkedIn, YouTube, tout ce que vous voulez. Et aussi, en parallèle, je suis, pour faire très simple, monsieur conso du groupe M6. M6, c'est RTL et M6, la chaîne de télé. Donc vous pouvez me retrouver tous les matins à 8h40 dans la matinale avec Thomas Soto pour parler conso. Un peu plus tard avec Courbet de 10h à midi sur RTL et sur M6. Et de temps en temps, de manière plus événementielle, parce que on en fait quelques-uns par an sur ce qu'on appelle des primes événementiels. On a 2 émissions qu'on a développées avec Courbet sur la conso. Donc prime, ça veut dire 21h, hein, pour si vous n'avez pas le décodage du petit monde de la télé. Une émission qui s'appelle À quel prix? C'est du coaching conso. Et pour ceux qui ont un peu de mémoire, c'est Super Nanny de la conso. Voilà. Donc c'est un peu caricatural, mais ça correspond à une certaine réalité. Et on a un deuxième concept d'émission qu'on a développé en 2025. C'est J'en connais un rayon. C'est un jeu. C'est le premier jeu sur la conso. Vous savez, la mode des grands quiz que l'on voit, que l'on entend souvent. Ben là, c'est pareil, c'est un quiz, mais uniquement sur le terrain de la conso, d'où le nom. J'en connais un rayon. On n'est pas allé le chercher bien loin, mais en tous les cas, ça fonctionne. Voilà pour la présentation. Pourquoi je vous dis force 10? Parce que ça secoue et que tous les éléments qui concourent à ce que ça secoue sont installés pour que ça dure. Force 10, c'est pas juste une tempête du moment, c'est une tempête de longtemps sur le commerce et la conso. Si on prend un peu d'élan, rappelez-vous, si je reviens que à l'année dernière, on a par exemple perdu ou quasi perdu, en tous les cas dans sa volumétrie précédente, un groupe majeur qui s'appelait Casino, qui a pesé jusqu'à 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, excusez du peu, et qui a dû être démantelé, faute de surface financière, parce que faute de commerce satisfaisant. Le point de départ de la déchéance de Casino, c'est pas la finance, c'est le commerce. Mais comme le commerce n'était pas bon, la finance n'a pas pu suivre. Si je remonte dans le temps, mais cette fois-ci en revenant sur cette année, on a vu des choses incroyables. Des enseignes d'hypermarchés qui ferment volontairement des magasins. Là, on est chez Auchan à Clermont-Ferrand. On n'a jamais vu une enseigne fermer volontairement des magasins et ça produit des images de malades quand on est à quelques jours de la fermeture. Regardez, ça a été ça le commerce pendant quelques temps. Et ce que je vous raconte n'est pas une exception. Auchan en a fermé d'autres cette année. On a eu Wapi par exemple. Bref, cette idée-là selon laquelle on ne fermait pas des magasins, y compris dans ces fameux géants qu'on appelle les grands distributeurs, parce que solides, parce que puissants, parce que oppressants. Ben la preuve, pour des boîtes oppressantes, solides et des géants, ils ont quand même les pieds vachement fragiles. Et si j'élargis encore un peu au-delà du seul secteur de la grande distrib, si j'élargis au commerce et à la conso en général, dois-je vous faire la liste des disparus de l'année? Jennifer, Caporal, Naf-Naf, Formule, des boîtes plus petites, mais il y en a partout. Je peux même vous mettre des enseignes connues dont certains magasins sont obligés d'être fermés parce qu'on en a trop fait. Parce que l'un des problèmes face auxquels on est aujourd'hui, on va y revenir dans un instant, c'est que la conso ne progresse plus, alors que les capacités commerciales n'ont cessé de progresser depuis 10, 15, 20 ans, et que forcément, quand vous avez l'offre qui croît, la demande qui ne bouge pas, il y a forcément un moment qui s'appelle la respiration, où on doit détruire des capacités parce qu'il y en a trop. Alors c'est pas la première fois, et la meilleure preuve qu'on a trop de capacités,
C'est ce genre de photo qu'il y a quelques semaines. Camailleux, je vous fais pas de dessin, ça a fermé il y a 3 ans. 3 ans. 3 ans plus tard, il y a des sites qui sont pas repris. Ça dit quoi? Qu'il y a trop de mètres carrés. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, on est dans un bon centre commercial à Lyon, Carré de Soie, qui est pas un truc pourri, donc ça aurait dû être recommercialisé. Ben, c'est vachement dur. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mètres carrés et que la consommation n'a plus le vent dans le dos, parce que c'est bien ça qu'il faut entendre. La conso est toujours sous pression. Et donc, en réalité, le déterminant majeur de tout ce que les commerçants vivent et de tout ce que l'écosystème du commerce, et vous en faites partie, vit, c'est la conséquence du fait qu'il n'y a plus aujourd'hui de croissance de la consommation. C'est la première fois dans les temps modernes, quand j'appelle les temps modernes de l'économie, c'est en gros depuis les années 50, c'est la première fois que la conso est durablement flat. Je ne vais pas vous inonder de chiffres et de graphes, mais celui-ci, c'est l'évolution globale du commerce et de la conso en France depuis 15 ans sur l'INSEE. Ça veut dire tout ce qu'on fait de notre pognon. Alors vous voyez qu'il y a des années très positives, très négatives, il y en a deux, 2020-2021, on les oublie. Creux, rebond. Et pour le reste, il y a quoi? Ben, il y a des années qui sont un peu positives, des années qui sont un peu négatives. C'est pas une crise de la conso, c'est juste une flatitude de la conso parce que la moyenne, elle fait pile 0. Depuis 15 ans, le gâteau de la conso ne grossit plus. Et c'est pour ça que quand vous avez dans un écosystème des gens qui ont tous la quête de croissance comme moteur, ce qui est le cas d'à peu près toutes les entreprises, et que au centre de l'écosystème, il y a une gamelle qui n'est pas plus remplie chaque année, ben forcément c'est dur parce que tout le monde ne peut pas atteindre son objectif stratégique qui s'appelle la croissance, puisque globalement la conso ne progresse plus. C'est le premier sujet. L'explication à cette flatitude de la conso, pour une part, c'est le fait que vous avez face à vous des clients qui n'ont plus la tête à consommer, qui n'ont plus le moral, qui ont moins l'enfoi en l'avenir que ne les avaient les générations passées. Quand vous regardez ce que l'INSEE publie tous les mois, qui s'appelle le moral des ménages, que vous le remettez en tendance hyper long terme, parce que le temps long, c'est le meilleur allié de l'analyse. Le temps long, sur 40 ou 50 ans, vous regardez où est le moral des ménages aujourd'hui par rapport à la moyenne historique, qu'est-ce que vous voyez? Qu'on est depuis 20 ans toujours en dessous de la moyenne. On est très largement en dessous de la moyenne 100 qui constitue la totalité du moral des ménages depuis 40 à 50 ans. Ça dit quoi? Que notre génération a moins foi dans l'avenir, et moins foi en elle-même d'ailleurs, que les générations précédentes. Quand vous avez du mal à vous projeter vers demain en vous disant que ça sera mieux, qu'est-ce que vous faites? Vous freinez sur la conso et vous épargnez. On n'a jamais connu un taux d'épargne aussi élevé. On va finir l'année à 19%. C'est le niveau, là aussi, des temps contemporains, le plus élevé qu'on ait jamais connu. Et si je vous mets cette évolution du taux d'épargne qui devient de l'argent stocké et pas de l'argent circulant, ça veut dire qu'il ne crée pas de richesse par la consommation. Alors ça enrichit certains, mais ça n'enrichit pas les commerçants. Eh bien, cette épargne qui ne cesse de croître depuis 2019, ça représente un manque à consommer. Je l'appelle comme ça, je mets des guillemets parce que le concept, il n'existe pas, bien évidemment. Mais c'est juste pour vous faire toucher du doigt ce que ça représente, 60 milliards d'euros. Il manque 60 milliards d'euros dans la lessiveuse de la consommation. Non pas qu'ils aient disparu, que le pays se soit appauvri, c'est les consommateurs qui ont décidé de le dériver pour en faire de l'épargne, du stock, comme l'écureuil qui en ce moment bouffe pas toutes les noisettes qu'il trouve et qui en met une partie dans les troncs pour l'hiver, en essayant de se rappeler où il les a mises évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt. Le deuxième sujet que l'on voyait venir, alors on était certain dans l'analyse de la conso à tenter d'en parler depuis longtemps, mais tant qu'un problème n'arrive pas, il ne rencontre pas d'écho. Ça y est, on y est. La démographie n'est plus l'allié de la conso. On est quasiment sur une forme de stabilité du solde démographique naturel, puisque d'un côté, on a tellement peu foi dans l'avenir qu'on fait plus de gamins, et de l'autre, le stock de défunts potentiels, pardonnez-moi d'être un peu cynique, mais c'est juste pour vous faire toucher du doigt que la démographie est une science dure et que très prévisible. Le baby-boom, il y a quelques décennies, aujourd'hui, il produit une évolution des décès qui, mécaniquement, c'est la courbe rouge sous vos yeux, ne peut que progresser sur les années qui viennent, parce qu'il y a, malheureusement, et j'en fais partie, je vous rassure, je ne me mets pas à l'écart de ça, il y a du potentiel de défunts qui devient supérieur au potentiel de naissance. 2024 aura été la dernière année de solde naturel positif, c'est-à-dire que les naissances pèse plus que les décès. 2025, ça sera l'inverse. Alors, et je fais exprès quand j'en parle de le dire ainsi, heureusement qu'il y a de l'immigration, parce que sinon on serait donc déjà en 2025 en décroissance démographique. En 2024, c'est ce que vous voyez en haut à droite, on était sur
un accroissement de la population de 0,25%. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la population, c'est les consommateurs, bien évidemment, mais ça, je pense que vous l'aviez vu. 0,25, les 3 ou 4 années précédentes, on était à 0,35 d'évolution par an, et les 40 années précédentes, on était à peu près à 0,5% d'évolution par an de la population, donc de la démographie consumériste. Ben, ça veut dire qu'en 3-4 ans, le rythme d'accroissement, il a été divisé par 2, et on sait déjà que d'ici à 3-4 ans maximum, le solde total, c'est-à-dire immigration comprise, sera négatif pour la population. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la consommation, puisque je vous rappelle que, je ne vous l'ai pas dit, mais je n'ai fait que des études agricoles, donc je ne suis pas très intelligent, mais plein de bon sens. La consommation, c'est une multiplication, nombre de consommateurs multiplié par la dépense par individu. Voilà. Et quand vous avez le nombre déjà en tant que tel de consommateurs qui diminue, la probabilité que la consommation tienne est assez faible. Autre grand insight qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en plus, une partie de cette consommation qui est globalement stable est en train de basculer du offline vers le online. Je vous apprends rien, évidemment, je mets juste en perspective des éléments qui sont totalement faciles à comprendre, publics, mais qui concourent à vous décrire ce paysage que je vous ai appelé Force 10. On sera cette année à plus de 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés en ligne. Si le gâteau de la conso dans sa globalité ne progresse pas et qu'une partie croissante chaque année bascule du offline vers le online, mécaniquement, vous êtes aussi logique que moi, ça veut dire que la part du offline va diminuer. C'est comme ça. Et ça ne produit pas évidemment quelque chose à manger pour tous ceux qui sont autour de la gamelle de la conso. Et puis vous avez quelque chose qui, en tant que tel, ne devrait pas se produire, mais le problème de la libre entreprise ou de l'économie libérale, c'est qu'il y a une forme de liberté d'entreprendre. Et je ne dis pas que c'est mal, loin s'en faut. Même si sur cette scène de la Maison de la Chimie, on a dû entendre dans le passé quelques gens qui n'étaient pas totalement favorables à l'économie de marché. Mais ce n'est pas le sujet. Ça veut dire quoi les capacités commerciales qui augmentent? Ça veut dire qu'on continue à produire des mètres carrés. Ça veut dire qu'on continue à accroître les heures d'ouverture. Quand vous avez des magasins qui sont ouverts le dimanche matin, c'est bien des capacités commerciales en plus. Le dimanche matin, en plus, ça coûte davantage au magasin d'être ouvert que le jeudi après-midi. Est-ce que ça fait grossir le gâteau? Non. Donc vous voyez bien qu'on est en train d'appuyer sur des ressorts qui ne vont pas dans la bonne direction. Regardez le cas d'Action qui est assez phénoménal. Il y a 10 ans, Action, c'était 0 en France. Aujourd'hui, c'est quasiment 900 magasins, entre 850 et 900. Est-ce qu'on avait besoin d'Action? Je suis cynique là aussi, on n'avait pas besoin d'Action, on ne manquait pas de magasins de bazar discount. Mais pouvait-on interdire à Action de venir? La réponse, elle est non aussi. Et donc, en réalité, cette espèce de course entre les acteurs produit des capacités, mais participe aussi évidemment au déséquilibre. Je ne fais pas de dessin, mais les plateformes asiatiques qui arrivent ne font que rajouter à ce déséquilibre qu'il y a entre une offre qui ne cesse de croître, les capacités, et une demande qui malheureusement ne bouge pas, c'est la consommation. Donc mécaniquement, ça fragilise l'écosystème. Et encore, pour ceux qui ne l'ont pas vu, JD.com arrive en Europe et avec un site internet nouveau qui va se rajouter à... On parle d'acteurs qui comptent en dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc on est en train toujours de rajouter de nouvelles offres, de nouvelles capacités et donc de participer au déséquilibre de ce marché. C'est d'ailleurs une partie de la raison de cette espèce de vague corporatiste anti-Chine où on a parfois du mal de bien comprendre ce qui est du ressort de la concurrence déloyale et du corporatisme. Tout ce qui est concurrence déloyale, évidemment, doit être condamné. Ce qui est du corporatisme, ça me fait penser, j'étais pas né, mais j'ai beaucoup lu sur le commerce, exactement à ce qu'on disait des grands distributeurs dans les années 60 quand ils se sont développés. On suspectait quand même les hypermarchés, Leclerc, Carrefour et autres, de vendre des produits de moins bonne qualité. On va quand même se remettre dans le passé. À ce moment-là, les syndicats de petits commerçants expliquaient que ce qui était vendu chez Carrefour, Leclerc et les autres, c'était de la merde. Quand je vois le niveau de corporatisme qu'il y a anti-Chine en ce moment, je me retrouve trait pour trait dans ce qu'on disait il y a 50 ou 60 ans. Non pas que je sois pro-Chine, c'est pas le sujet. Je suis juste pro l'ambition intellectuelle quand on réfléchit. Et en ce moment, sur le dossier Chine, il y en a beaucoup qui réfléchissent comme des tambours. C'est mon avis et je vous le partage. Voilà pourquoi, au final, quand je vous ai mis le gâteau de la conso qui grossit pas, la démographie qui n'aide plus, une partie de la conso qui bascule du offline vers le online et des capacités commerciales toujours en hausse, vous êtes, l'écosystème de la conso et du commerce, dans une forme de Big Bang commercial où on est en train de réécrire un nouvel équilibre, de détruire l'équilibre précédent
Et on vit exactement ce qu'ont vécu nos ancêtres, entre guillemets, il y a 60 à 70 ans, quand on est passé du petit commerce au grand commerce. C'est exactement pareil, ça a duré en gros une vingtaine d'années pour détruire l'équilibre précédent et pour en réécrire un autre. On est dedans. C'est très troublant pour les acteurs, je vous l'accorde, c'est passionnant pour l'observateur, et comme je suis plutôt du rang des observateurs sur ce sujet, j'adore ça. Se rajoutent à ces mouvements qui sont forts, très très forts, et qui suffisent à bouleverser le paysage, des signaux qui sont encore faibles, mais qui malheureusement vont aussi dans la même direction, c'est-à-dire de plutôt créer de la tension que l'inverse. Le premier, c'est de la socio. La relation à la conso est en train de se distendre. C'est moins épanouissant de consommer aujourd'hui que ça ne l'était il y a une génération. Alors, je ne porte pas de jugement sur la frugalité, la sobriété, qu'il faille moins consommer plus. Je constate. Et je constate notamment la part des consommateurs qui disent avoir très envie ou envie de consommer. C'est l'Obsoco qui mesure ça, c'est le meilleur cabinet d'études sociaux qui existe, et qui, dans le temps long, vous envoie léger effritement, il n'y a pas de rejet de la consommation, il y a juste moins d'appétence à consommer. Pris individuellement, chacun des chiffres que je vous montre est faux parce que c'est du déclaratif. Quand vous le mettez dans la tendance, elle devient juste, par principe. Donc oui, il y a moins d'envie de consommer, il n'y a pas de rejet, mais il y a moins d'envie. C'est le premier signal un peu faible qu'il faut rajouter au diagnostic que je vous pose de registres sociaux. Deuxième sujet, c'est une forme de hiérarchie dans la conso que l'on commence à voir où on voit ce qui est essentiel, indispensable, et ce qui l'est moins. Et dit de manière un peu triviale, surtout après manger, donc regardez-moi bien et pas votre voisin, sinon ça va le déranger, il vaut mieux manger que se laver les dents. C'est une forme un peu simpliste de vous le raconter, mais manger est vital, se laver les dents n'est pas vital. C'est comme ça. Et donc on voit dans la hiérarchie, quand vous regardez les rayons d'une grande surface, c'est ce que je vous mets maintenant sur une période de temps d'1 an, donc ça fait un cycle complet, il n'y a pas de biais méthodologique, vous avez l'évolution par grands rayons. Qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui marche le moins bien? Ben regardez à gauche. Entretien, moins bien. Est-ce que c'est indispensable de laver sa maison? Non. Hygiène, est-ce que c'est indispensable de se laver les dents? Non. Encore une fois, je vous encourage à rien, je sais que c'est mieux de le faire, hein, je vous rassure. Voilà, vous allez dire, on a vu un mec cinglé qui nous a dit que se laver les dents ne servait à rien. Non, non, c'est dans la hiérarchisation des choses que ça m'intéresse. Boire de l'alcool, est-ce que c'est indispensable? Non. Vous voyez, là aussi, moi qui suis gersois, qui aime bien bouffer et boire, non, je suis contraint de reconnaître que c'est pas indispensable. Et ainsi de suite. Par contre, bouffer, c'est indispensable. Et donc, vous voyez qu'on commence à voir cette espèce de hiérarchie dans les arbitrages de consommation, où l'air de rien, sous la contrainte évidemment, parce que tout ça est sous la contrainte de ce sentiment d'oppression par le pouvoir d'achat qui n'est pas assez élevé, eh ben on commence à voir une forme de hiérarchie dans la conso. Et puis on voit aussi de nouveaux usages. Les nouveaux usages, c'est par exemple le développement de la seconde main, de l'occasion. Quand vous êtes un commerçant, que vous vendez un livre à 2,99 €, est-ce que le caissier ou la caissière, il est moins payé parce que le livre est moins cher que le neuf? Non. Est-ce que le loyer du magasin est moins élevé parce que le livre, il n'est pas neuf à full price, mais qu'il est seconde main à demi-prix? Non. Et ainsi de suite. Quand vous achetez un produit d'occasion, vous mettez une forme de pression sur le modèle économique du commerçant. Je ne cherche pas à vous culpabiliser, je ne dis pas que c'est mal d'acheter d'occasion. Je le décode juste dans une espèce de business model qui pèse aujourd'hui sur le commerce et la conso. Ikea, qui a été obligé de créer un site de vente de seconde main, soit pour que vous lui proposiez les produits pour qu'il les rachète, soit pour que vous alliez acheter des produits d'occasion chez lui. Reconnaissez que quand on connaît le métier d'IKEA qui est de vendre des produits neufs le plus souvent possible, là vous dites il y a quand même un sujet de modèle économique. Parce que le modèle d'IKEA, c'est pas de vous vendre de la bibliothèque Billy à demi-prix. Hein, parce que ça va peser sur le compte d'exploitation. Vous avez des sujets sur lesquels on n'attend pas la seconde main. Et on commence à les voir. Mesdames, la lingerie féminine seconde main, ça existe. Rouge-gorge, ce qui est c'est pas le plus révolutionnaire sur le marché de la lingerie, ben il s'y est mis. Et il fait pas que des soutiens-gorge, il fait maintenant des strings, des maillots de bain et de la lingerie sexy. Ce que je vous raconte est totalement vrai, bien évidemment. Quand Rouge-gorge vous vend une parure à 15 €, c'est pas pareil que quand il vous la vendait à 30 ou à 40 €. En ce moment, c'est les jouets de Noël. Ben, quand Carrefour fait ses grandes allées jouets de Noël et qui met en tête de gondole les jouets d'occasion, est-ce que vous pensez qu'il sert sa cause? Ben oui, parce que s'il ne le fait pas, il y a une partie des clients qui vont aller ailleurs. Mais ceux qui le font, qui achètent à demi-prix, ça ne l'arrange pas. Donc tout ce que je vous raconte, je rajoute la location. Quand vous êtes chez Jardiland, vous pouvez non plus acheter votre tondeuse ou votre rouleau à gazon, mais vous pouvez le louer. Quand vous êtes chez Electrodépôt, vous pouvez aussi le louer. Tout ce que je vous montre en image là a une conséquence, ça pèse sur les business models des commerçants. Et donc ça pèse plutôt dans le mauvais sens, parce que
la première ligne, le chiffre d'affaires, bouge pas, est divisé par 2 dans le cas de l'occasion, alors que les autres postes de la structure de coûts, eux, ne bougent pas. Donc évidemment, ça devient plus contraignant. Voilà pourquoi je vous dis que les temps sont durs, que ça va durer malheureusement, parce que rien dans ce que je vous raconte n'est de nature à changer à horizon visible. Demandez-vous si vos enfants, pour ceux qui en ont en âge de consommer, consommeront moins en ligne que vous. Demandez-vous si la seconde main va s'arrêter de progresser. Non. Tout ça va continuer, et donc les mêmes causes produisant les mêmes effets, cette espèce de Big Bang commercial ou de tempête force 10 va continuer parce que le niveau d'exigence des clients sur ce sujet qui est le prix ne cesse de progresser. Alors à présent, il faut rentrer dans la tête des clients pour comprendre quel est leur ressort. Le client, si je dois résumer le sentiment dans lequel il est, depuis bientôt une vingtaine d'années, une théorie que j'ai co-élaborée en 2007 avec un sociologue décédé depuis qui s'appelait Olivier Gérardon de Vera, patron de Secodip, une grande société d'études. On se demandait en 2007 comment on peut expliquer que les clients aient ce sentiment de frustration avec ce ressenti que leur pouvoir d'achat baisse, ce qui est faux. En 2007 déjà, il y avait le sentiment dans l'opinion de baisse de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, c'est pareil. Vous interrogez 100 Français dans la rue, je n'ai pas besoin de vous dire combien vont vous répondre que leur pouvoir d'achat baisse, ce qui est faux. Il n'y a pas une mandature politique depuis Mitterrand. Pour les plus jeunes, je vous expliquerai qui est Mitterrand. Il n'y a pas une mandature politique depuis Mitterrand qui se soit traduite par une baisse du pouvoir d'achat. C'est la preuve que le sujet n'est pas à la droite, le milieu, à gauche, le centre. Et pourtant, l'opinion le ressent comme tel. Parce que il y a ce grand écart, et c'est ça la théorie qu'on a développée en 2007, du vouloir d'achat par rapport au pouvoir d'achat. Quand on répond sur son pouvoir d'achat, on ne répond pas sur son pouvoir d'achat dans une étude. On répond sur la satisfaction que l'on a ou pas de satisfaire, donc en l'occurrence, notre vouloir d'achat. Est-ce qu'on peut faire ce que l'on a envie de faire? Comme la réponse, elle est non, on en déduit que c'est parce que notre capacité est insuffisante, on oublie de voir que c'est notre désir qui est exubérant. C'est, pardonnez-moi d'être un peu direct, c'est comme Quasimodo qui voudrait se taper Miss Monde. C'est pas gagné que ça marche tout de suite, parce qu'il y a un sujet d'écart entre ce qu'on peut et ce qu'on veut. Et donc en réalité, la consommation, c'est exactement ça. L'écart entre les deux, ça s'appelle de la frustration. Et quand vous êtes dans la frustration, qui est pour une part alimentée dans cette idée que le pouvoir d'achat ne baisse pas, parce que les dépenses préengagées sont tellement fortes que le reste à vivre devient objectivement de plus en plus bas dans nos porte-monnaies, parce que quand le loyer a progressé dans une telle proportion, le reste à vivre, les dépenses discrétionnaires sont évidemment moins faciles à assumer, tôt ou tard de toute façon, ça doit sortir. En 2007, quand on a coélaboré cette théorie avec Olivier Gérardon de Vera, on n'avait évidemment pas dit qu'il y aurait un mouvement qui s'appellerait les Gilets jaunes en 2018. On n'avait évidemment pas dit que ça partirait d'un sujet de carburant et que quelqu'un en Bretagne, un gilet jaune... Ça, non, évidemment pas. Par contre, on avait écrit, et moi je le réécris encore aujourd'hui, c'est que ce mouvement-là, je vous le remets, un instant en arrière, est obligatoirement, tôt ou tard, s'exprime de manière sociale. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas tenir. C'est une cocotte minute. Quand la frustration est telle et que les occasions se présentent pour qu'elle sorte, alors elle sort. Et comme le sujet n'est toujours pas traité depuis les Gilets jaunes, évidemment, mais ça je vous apprends rien, il ressortira. Alors est-ce que c'est en 25, 26, 27, 32, 34, j'en sais fichtre rien. Et je ne sais pas si les gilets seront verts, rose bonbon, ou j'en sais rien. Mais dans les faits, évidemment qu'on y reviendra, puisqu'on n'a rien solutionné. Quand on part du mot frustration et qu'on essaye de le ramener maintenant, non plus de la socio, mais vers la conso, quand vous êtes frustré que vous ne pouvez pas tout, mais que vous voulez tout, vous mettez tout en concurrence avec tout. Alors c'est un peu abscon, mais pour me faire comprendre, je vais prendre un exemple tout bête. Admettons que ce soir, en rentrant, je veuille faire plaisir à Madame Dauvert. J'ai 10 € en poche. Mon sujet, c'est ça, je n'ai que 10 € en poche. Mon problème, c'est la ressource. Je vais peut-être me demander si je reviens avec un bouquet de fleurs, avec un petit produit de beauté que j'aurais acheté dans un institut ou une parapharmacie, ou une bouteille de vin pour un apéro à 2. Mon sujet, je vous le rappelle, c'est 10 €. Je vais hésiter entre ces 3 produits. Je les mets donc en concurrence. Alors que si je demande à chacun d'entre eux quel est son concurrent, aucun fleuriste ne me dit que son concurrent, c'est la parapharmacie de l'Hyper. Aucun. Parce qu'on nous a appris à l'école, depuis qu'on est petit, que le concurrent, c'est celui qui fait le même métier que soi, mais ailleurs. Mais désormais, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le concurrent, c'est celui qui peut répondre à la même unité de besoin avec à peu près le même niveau de ressources engagées. Autant vous dire que ça fait du monde. Donc, dans mon exemple, le bouquet de fleurs, admettons, qui vaille 8 €.
il est qualifié puisque j'ai 10 dans ma poche. La bouteille de vin, elle vaut 10 €. Elle est factuellement plus chère que le bouquet. 10 contre 8. Mais elle est qualifiée puisqu'elle rentre dans ma ressource. Ben, je vais acheter une bouteille de vin. Parce que je sais que quand la soirée démarre par une bouteille de vin, elle démarre par une bouteille de vin. Mettez-vous un instant à la place de Madame Dauvert, quand elle me voit arriver déguisée comme je le suis souvent, le désir n'est pas naturel. Donc il faut le stimuler. Pardonnez-moi d'être un peu grivois, le sujet, c'est que vous ayez un exemple en tête qui vous permettra à la fois de vous rappeler de ce que je vous raconte, mais surtout de ce que ça veut dire comme idée derrière. Le sujet n'est jamais le prix. Jamais, jamais, jamais. Le sujet, c'est la valeur, dès lors que c'est qualifié dans ma ressource disponible. Vous avez compris ce que je vais avoir pour 2 €. Si vous connaissiez Madame Dauvert, pour 2 €, c'est cadeau. C'est ça la valeur. Alors encore une fois, pardonnez-moi la grivoiserie de la chose, mais c'est juste pour vous faire toucher du doigt que le sujet n'est jamais le prix, mais la valeur. Et donc en réalité, la clé de la conso, aujourd'hui, devient la valeur des euros dépensés. Qu'est-ce que j'ai pour ce que je vous donne? Si on était en crise de la consommation, ce que nous ne sommes pas, une crise est un phénomène qui est aigu et qui est court dans le temps. C'est pas du tout ça, je vous l'ai dit. On est sur la flatitude de la conso, il n'y a plus de croissance. C'est pas ça. Non, c'est ça. Il n'y a pas de crise. Donc on ne s'appauvrit pas. On n'a juste pas la capacité de satisfaire tout ce que l'on veut. Donc chaque fois que l'on accepte de dépenser 10 €, je vais être sûr que ça le vaut. Et c'est pour ça que le mot-clé aujourd'hui de la conso, c'est la valeur des euros dépensés. Et quand vous avez face à face des gens qui vendent les mêmes choses, par exemple, Carrefour et Leclerc vendent le même pot de Nutella. Ça, c'est factuel. Ce qui n'était pas le cas entre mon fleuriste et mon caviste, qui ne vendaient pas le même produit. Mais Carrefour et Leclerc sur Nutella, c'est le même. Qui donne le plus de valeur aux euros que je dépense? Celui qui me demande le moins d'euros, puisque c'est le même produit. Voilà pourquoi, entre enseignes qui vendent la même chose, le prix est le critère discriminant. Mais ce n'est pas le prix dans une notion mathématique, c'est le prix par rapport à la valeur qu'il embarque avec lui. Le Nutella de chez Carrefour qui est plus cher, il ne m'apporte rien de plus que le Nutella de chez Leclerc qui est moins cher. Donc pourquoi achèterais-je le Nutella de chez Carrefour qui est plus cher? Aucune raison, donc je l'achète chez Leclerc. Voilà pourquoi c'est Leclerc qui, en grande distrib en ce moment, a plutôt le vent dans le dos par rapport aux autres. Et donc, voilà pourquoi vous devez entendre ça quand vous cherchez à comprendre ce qu'est la conso. Nous avons tous, vous avez, j'ai cette obsession de donner le plus de valeur aux euros que je dépense. Donc je vais chercher en permanence des réassurances. Je veux être bien certain que ça le vaut. Donc j'en deviens plus exigeant. Et je vais éliminer le maximum d'irritants parce que j'ai quand même pas envie de me faire chier. Parce qu'on a tous compris, nous les consommateurs, que c'est nous qui avions le pouvoir aujourd'hui. On n'est pas totalement con, on voit bien la danse du ventre que tous les commerçants font autour de nous, et donc on ne fait pas exprès d'aller vers celui chez lequel ça va le moins bien se passer, qui sera le plus cher, qui sera le moins sympa. Non, on devient plus exigeant, et c'est normal, et c'est pour ça que les temps sont durs, parce que tous ne l'ont pas compris, qu'il va falloir muscler, élever son niveau de jeu. Vous vous rappelez de Aimé Jacquet, 98, à qui s'adresser, tiens, dans les vestiaires pour voir votre culture foot? Pires, Robert Pires. On est en 98, on doit être après le premier match, ou à la mi-temps d'ailleurs, je ne sais plus, mais bon, on retrouvera précisément ça. Robert Pires est un bon joueur de championnat de France, un bon joueur. Et il joue à son niveau, un bon niveau. Sauf que la Coupe du Monde, ce n'est pas le championnat de France. La Coupe du Monde, c'est le level au-dessus. Et que lui dit Aimé Jacquet en tant que manager? Il dit, écoute Robert, si tu continues à jouer comme tu joues d'habitude, c'est-à-dire bien, bah, tu vas au-devant de graves déconvenus. C'est-à-dire, en gros, de ne pas être sélectionné, de ne pas être retenu sur la feuille de match. Parce que là, tu as changé d'échelle. C'est la Coupe du Monde, Robert. Donc là, il faut muscler ton jeu. C'est exactement la même chose aujourd'hui qui se pose aux commerçants. Et c'est pour ça que je voulais vous convaincre d'une seule idée. Les temps sont durs, ça va durer. C'est force 10. Vous êtes au cœur d'un big bang commercial pour ce grand écosystème du commerce et de la conso. Et donc, en réalité, pardonnez-moi de peut-être un peu planter le moral de certains, mais il n'y aura pas de la place pour tous. Et donc, c'est comme dans l'équipe de France, il n'y avait de la place que pour 11 joueurs. Robert, il avait sa place parce qu'il était bon, mais pour la garder, il fallait qu'il soit très très bon. Merci.